Le capitaine Jake Morrison buvait son café matinal quand les alarmes se mirent à hurler. La station minière Titan's Edge était restée silencieuse pendant des semaines, exactement comme il l'aimait. Son équipage travaillait tranquillement dans les champs d'astéroïdes, extrayant de précieux métaux des roches flottant dans l'obscurité intersidérale. « Capitaine, nous recevons un signal de détresse », lança Lisa Grant depuis son poste. Cette jeune femme les avait rejoints 6 mois auparavant en tant qu'officier scientifique. Elle était performante, même si elle parlait un peu trop de formes de vie extraterrestres qu'il ne rencontrerait probablement jamais. Jake posa sa tasse de café et se dirigea vers l'écran principal. « Passez-le », ordonna-t-il. Le message arriva par fragments discontinus. Des sons étranges se mêlaient à ce qui aurait pu être des mots. L'ordinateur tentait une traduction, mais échouait constamment. Peu importe ce qui envoyait ce signal, il s'exprimait dans une langue qu'aucun être humain n'avait jamais entendue. « Il vient de la zone morte », déclara Pete Collins, leur ingénieur en chef. C'était un homme imposant, aux mains calleuses, doté d'un talent inouï pour réparer l'irréparable. « À environ 2 heures à pleine vitesse », ajouta-t-il. Jake fixe l'écran. La zone morte désignait l'espace vide au-delà des champs miniers. Rien n'y vivait. Rien d'humain en tout cas. « Monsieur, je capte un vaisseau », annonça Lisa, la voix pleine d'excitation. « Il est énorme, vraiment énorme, et il est endommagé. » Sur l'écran, une forme sombre dérivait dans l'espace. Elle était plus longue que 3 vaisseaux humains mis bout à bout. D'étranges pointes s'élevaient de sa coque, comme les dents d'une bête gigantesque. Certaines parties luisaient d'une lumière rouge, mais d'autres restaient sombres et froides. « Ce n'est pas humain », murmura Pete. « Sans blague », répliqua Jake. Il avait passé 20 ans dans l'espace. Il avait vu des pirates, des marchands et des vaisseaux militaires d'une 12aine de colonies humaines. Ceci était radicalement différent. Lisa s'affairait rapidement à ses commandes. « Capitaine, l'ordinateur commence à comprendre leur langage. Ils demandent de l'aide. Leur vaisseau est en train de mourir. » Jake réfléchit. Le premier contact avec une race extraterrestre était censé être géré par l'armée ou le corps scientifique. Des capitaines miniers comme lui n'étaient pas formés pour cela. Mais quiconque se trouvait sur ce vaisseau était en difficulté et demandait de l'aide. « Pete, pouvons-nous nous arrimer à cette chose ?» L'ingénieur examina les données. « Peut-être. Leur coque est épaisse, mais je vois ce qui ressemble à un sas. Il est beaucoup plus grand que le nôtre, par contre. Lisa, envoyez-leur un message. Dites-leur que nous voulons aider. » Lisa travailla à son poste pendant plusieurs minutes. Finalement, elle leva les yeux. « C'est envoyé, monsieur. » Des signaux d'amitié de base et des images montrant que nous voulons nous arrimer à eux. Ils attendirent. Le vaisseau extraterrestre dérivait silencieusement dans l'espace, ses lumières rouges pulsant comme un battement de cœur. Puis la réponse arriva. La voix était profonde et rauque, comme du gravier s'écoulant dans un conduit métallique. L'ordinateur traduisit les mots lentement, un par un. « Vous osez approcher les guerriers de Ketar. Déclarez votre objectif ou soyez détruits. » Jake regarda son équipage. Pete vérifiait leurs armes, qui se limitaient à des lasers miniers et quelques vieux canons de défense. Lisa s'efforçait de ne pas paraître effrayée. « Renvoyez-leur que nous sommes là pour aider, » dit Jake. « Dites-leur que nous avons reçu leur appel de détresse. » Cette fois, la réponse fut plus rapide. « Vous avez reçu notre appel à l'aide. » Impossible. « Vous êtes trop petit, trop... Vos vaisseaux sont des jouets. » Jake sentit son sang monter, mais il garda sa voix calme. « Dites-leur que notre taille ne compte pas. Nous pouvons toujours aider. » Plusieurs minutes s'écoulèrent. Puis de nouvelles lumières apparurent sur le vaisseau extraterrestre. Un sas s'ouvrit, bien plus grand que toute conception humaine. « Ils nous donnent la permission de nous arrimer, » déclara Lisa. « Mais capitaine, ils nous avertissent de ne tenter aucune hostilité. Ils disent qu'ils sont des guerriers et qu'ils nous tueront si nous les menaçons. » « Merveilleux, » marmonna Pete. « Nos premiers amis extraterrestres veulent nous assassiner. » Jake se dirigeait déjà vers le sas. « Lisa, apportez votre équipement de traduction. Pete, prenez vos outils. Si leur vaisseau est en train de mourir, peut-être pouvons-nous le réparer. »« Monsieur, ne devrions-nous pas appeler des renforts ?» demanda Lisa. « Qui ? La base militaire la plus proche est à 6 semaines. Si ces extraterrestres voulaient nous tuer, ils l'auraient déjà fait. Le processus d'arrimage dura 1 heure.
Le vaisseau extraterrestre était si grand que leur petite embarcation semblait un jouet à côté. Lorsque les sas se connectèrent enfin, Jake entendit des pas lourds de l'autre côté. La porte s'ouvrit avec un sifflement d'air. Jake avait vu des images d'extraterrestres dans les films et les livres. Il pensait être prêt. Il avait tort. La créature qui apparut dans le sas mesurait plus de 2 mètres de haut et était recouverte de ce qui ressemblait à une armure naturelle. Elle possédait 4 bras, chacun se terminant par des mains aux doigts trop nombreux. Sa tête était longue et étroite, avec de petits yeux rouges et une bouche pleine de dents acérées. Derrière elle, 2 autres, tout aussi grandes et effrayantes, la suivaient. Le leader parla et l'ordinateur traduisit. « Je suis le commandant Zéar de l'Empire Kdvar. Vous êtes les faibles qui ont répondu à notre appel. » Jake s'avança, essayant de ne pas montrer sa peur. « Je suis le capitaine Morrison. Voici mon équipage. Nous sommes venus aider. » Zéar les observa un long moment. Quand il reprit la parole, sa voix était pleine de doute. « Vous êtes petit, faible. Votre vaisseau n'a aucune arme digne de ce nom. Comment des créatures comme vous peuvent-elles aider les guerriers de Kdvar? »« Qu'est-ce qui ne va pas avec votre vaisseau ?» demanda Pete, s'avançant à côté de Jake. Les yeux du commandant extraterrestre se posèrent sur l'ingénieur. « Notre noyau énergétique a été endommagé. Nous avons combattu les démons de l'ombre dans le vide entre les mondes, et nous ont gravement blessés avant que nous ne nous échappions. » L'appareil de traduction de Lisa peinait à donner un sens à ce qui suivit. Zéar leur parla de créatures qui vivaient dans l'obscurité entre les étoiles. Des choses qui pouvaient apparaître et disparaître comme des fantômes. Des monstres qui rendaient des équipages entiers fous de peur avant de détruire leurs vaisseaux. « Nous avons chassé une meute d'entre eux, » expliqua Zéar. 6 démons de l'ombre qui attaquaient nos colonies extérieures. Nous les avons blessés, mais ils nous ont fait plus de mal encore. Maintenant, notre vaisseau meurt lentement et les démons vivent toujours. Jake écouta le récit avec une inquiétude grandissante. Peu importe ce qu'étaient ces démons de l'ombre, ils semblaient dangereux. Où sont-ils maintenant? Retournés au vide, mais ils reviendront. Ils reviennent toujours. Pete examinait déjà les relevés du vaisseau extraterrestre. Votre noyau énergétique est en train de défaillir, mais je pourrais peut-être le réparer. Notre technologie est différente, mais l'énergie reste l'énergie. Zéar fixa le petit humain. Vous risqueriez vos vies pour aider des guerriers que vous ne connaissez pas. C'est ce que font les gens, dit Jake simplement. Ils s'empraident. Le commandant d'extraterrestre resta silencieux un instant, puis il s'écarta. Venez alors, faible. Voyez si votre technologie rudimentaire peut réussir là où l'ingénierie Kdvar a échoué. Tandis qu'il suivait les extraterrestres plus profondément dans leur vaisseau, Jake se demandait dans quoi il s'était embarqué. Les démons de l'ombre semblaient être une mauvaise nouvelle, mais les Kdvar avaient besoin d'aide, et Jake Morrison n'était pas du genre à tourner le dos aux gens en difficulté. Derrière eux, l'espace restait sombre et calme. Pour l'heure, l'intérieur du vaisseau Qatar ressemblait à une forteresse bâtie pour des géants. Les parois étaient de métal épais, recouvertes d'angles vifs et de supports d'armes. Tout était conçu pour la guerre. Même les lumières étaient rouges, conférant au couloir un aspect sanglant qui mettait Jake mal à l'aise. Le commandant Zvar les guida à travers des salles qui auraient pu accueillir 4 humains marchant côte à côte. D'autres guerriers Kdvar les observaient passer. Les extraterrestres chuchotaient entre eux dans leur langue rude. Jake n'avait pas besoin de traducteur pour savoir qu'ils ne disaient pas de bonnes choses sur les humains. « Vos gens ne sont pas impressionnés par nous, » dit Lisa à voix basse. Zéar l'entendit. « Mes guerriers ont conquis 12 systèmes stellaires. Ils ont affronté des ennemis qui feraient hurler de terreur votre peuple, mais ils n'ont jamais vu des créatures aussi petites que vous proposez d'aider au combat. »« Nous n'offrons pas de combattre vos démons de l'ombre, » répliqua Jake. « Nous sommes là pour réparer votre vaisseau. »« C'est la même chose, » répondit Zéar. « Un vaisseau qui ne peut pas combattre est un vaisseau qui meurt. » Ils atteignirent la salle des machines et Pete laissa échapper un léger sifflement. Le noyau énergétique Qatar était immense, facilement 10 fois la taille de tout ce que l'on trouvait sur un vaisseau humain. Mais il était clairement endommagé. Des fissures parcouraient le boîtier principal et plusieurs panneaux de contrôle étaient sombres. « Qu'est-ce qui a fait ça ?» demanda Pete, passant ses mains sur le métal abîmé. « Les griffes des démons de l'ombre », répondit un autre guerrier Kdvar. Son nom était Gort, et son armure était couverte de cicatrices. Ils peuvent toucher des choses qui ne devraient pas être touchables. Ils atteignent l'intérieur des machines et les brisent de l'intérieur.
Lisa analysait les dégâts avec ses instruments. C'est étrange. Le métal semble avoir été déchiré de l'intérieur. Comment est-ce possible? Les petits yeux rouges de Gort se fixèrent sur elle. Les démons de l'ombre ne suivent pas les règles de la matière normale. Ils existent entre les mondes, dans les espaces où la réalité s'amincit. Pete sortait déjà des outils de sa trousse. Je me fiche qu'il soit fait de magie. Ceci reste un moteur, et les moteurs peuvent être réparés. Il regarda Zéar. J'ai besoin de quelques-uns de vos gens pour m'aider à déplacer ces lourdes pièces. Le commandant extraterrestre donna des ordres dans sa propre langue. Bientôt, des guerriers Kettar travaillaient aux côtés de Pete, suivant ses instructions. Ils ne comprenaient manifestement pas comment le petit humain en savait autant sur leur technologie, mais ils constataient qu'il en savait beaucoup. Jake trouva un coin tranquille et activa son système de communication. Titan's Edge à commandement de la flotte, message prioritaire. Il fallut plusieurs minutes pour que le signal atteigne la Terre et qu'une réponse arrive. Lorsque ce fut le cas, le visage de l'amiral Kate Brennan apparut sur le petit écran. C'était une femme âgée aux cheveux gris et aux yeux perçants. « Jake Morrison, pourquoi appelez-vous le commandement de la flotte? Vous êtes censé miner des astéroïdes. » « Nous avons une situation, amiral. Premier contact avec une race extraterrestre. Ils se nomment les Khadvar, et ils sont en difficulté. » Jake expliqua rapidement l'appel de détresse, le vaisseau endommagé et les démons de l'ombre. L'amiral Brennan écouta sans l'interrompre. « Démons de l'ombre, dit-elle quand il eut fini. C'est un nom intéressant. Vous savez ce que c'est. » L'amiral resta silencieux un instant. « J'envoie de l'aide. Dans 18 heures, le vaisseau L'Amitié sera là, informe le message. Le docteur Alan Fox est à bord avec une équipe diplomatique. Avec tout le respect que je vous dois, amiral, ces extraterrestres sont des guerriers, rétorque Jake. Ils sont pourchassés par des créatures qui ressemblent à des cauchemars. Vous devriez peut-être envoyer un groupe de combat au lieu de diplomates. L'amiral Brennan esquisse un sourire. Croyez-moi, Jake, le docteur Fox est exactement la personne qu'il vous faut pour cette situation. La communication s'interrompt, laissant Jake face à un écran vide. Il ne comprend pas le calme de l'amiral face aux démons des ombres, mais au fil des années, il a appris à se fier à son jugement. De retour dans la salle des machines, il trouve Pete en pleine discussion avec Gortak, débattant de la meilleure façon de reconnecter les câbles d'alimentation. Malgré la barrière linguistique, les deux ingénieurs semblent se comprendre parfaitement. « Combien de temps avant que vous ne puissiez réparer ça ?» demande Jake. « 6 heures, répond Pete. Leur technologie est plus avancée que la nôtre, mais elle suit les mêmes règles fondamentales. Sfar, se tenant non loin, observe ses guerriers prendre des ordres d'un humain. Votre ingénieur connaît son travail, mais 6 heures, c'est peut-être trop long. Pourquoi? Le commandant extraterrestre pointe un écran. Nos capteurs longue portée fonctionnent toujours. Quelque chose approche du vide. Jake observe l'écran. Il ne peut pas déchiffrer les symboles extraterrestres, mais Lisa travaille avec son traducteur. Son visage pâlit. « Capitaine, il détecte 6 objets se déplaçant vers ce système, et ils vont vite. Les démons des ombres sont de retour, déclare Sfar. Sa voix est calme, mais Jake perçoit la peur sous-jacente. Ils nous ont trouvés. Dans la salle des machines, les guerriers Kettar interrompent leur travail. Ils inspectent leurs armes et chuchotent. Jake a déjà vu des soldats se préparer au combat, mais là, c'est différent. Ces guerriers ne se préparent pas à combattre, ils se préparent à mourir. « Combien de temps avant qu'ils n'arrivent ?» demande Jake. « 4 heures, répond Gortak. Peut-être moins. Pete lève les yeux de la console. Il me faut 6 heures minimum, peut-être 8 pour bien faire. Sfar dégaine une épée courbe de sa ceinture. La lame scintille dans la lumière rouge. Alors nous nous battrons avec ce que nous avons, et nous mourrons avec honneur. Peut-être pas, dit Jake. De l'aide arrive. Le commandant extraterrestre le fixe. Quelle aide? Votre peuple connaît les démons des ombres. Je ne sais pas, mais l'amiral Brennan n'a pas semblé surprise quand je lui en ai parlé. Lisa surveille les objets qui approchent. Ils ne suivent pas les lois de la physique normale, dit-elle. Ils se déplacent plus vite que la lumière, mais sans aucune signature énergétique que je puisse reconnaître. Les démons des ombres voyagent à travers l'espace plié, explique Gortak. Ils passent entre les mondes comme on passe des portes. Jake tente de contacter le vaisseau Astérique l'Amitié, qui approche. Mais le navire est encore trop loin.
Quoique le docteur Fox et son équipe diplomatique aient prévu, ils ont intérêt à avoir un bon plan. 2 heures passent. Pete travaille frénétiquement sur le moteur pendant que les guerriers Ketar préparent leurs armes. Les démons des ombres se rapprochent. 1 heure avant leur arrivée, annonce Lisa. Zephyr rassemble ses guerriers. Aujourd'hui, nous affrontons les chasseurs du vide. Nous ne survivrons peut-être pas, mais nous leur montrerons que les guerriers Ketar ne meurent pas facilement. Ces soldats rugissent leur accord, levant leurs armes vers le plafond. Mais Jake voit la peur dans leurs yeux. Ces créatures ont conquis des systèmes stellaires, mais elles sont terrifiées par ce qui arrive. « Monsieur », l'appelle Lisa, « je reçois un signal de l'amitié. Ils sont à 30 minutes. » Jake active le système de communication. Le docteur Alan Fox apparaît sur l'écran. C'est un homme mince, aux yeux bienveillants et au sourire calme. « Capitaine Morrison, c'est le docteur Fox. Je crois comprendre que vous avez des problèmes avec les éthérés. » « Les quoi ?» « Les êtres que vous appelez démons des ombres. Ne vous inquiétez pas, capitaine. Nous allons régler ça bientôt. » La communication s'interrompt, laissant Jake plus confus qu'auparavant. Le docteur Fox a parlé comme s'il s'agissait de vieux amis, et non de monstres terrifiants du vide. Autour de lui, les guerriers Ketar se préparent à leur dernière bataille. Mais quelque chose dans la voix du docteur fait penser à Jake que peut-être, juste peut-être, ils se sont tous mépris sur quelque chose de très important concernant ces démons des ombres. Le temps presse, et bientôt ils sauront qui a raison. Les démons des ombres arrivèrent exactement au moment prévu par les capteurs. Jake était sur la passerelle du vaisseau Ketar quand la réalité commença à se déformer. Au début, ce n'était qu'une sensation que quelque chose n'allait pas. L'air était épais, comme respirer de la soupe. Les lumières rouges vacillaient, affichant des couleurs sans nom. « Ils viennent !» dit Zephyr doucement. Le commandant alien se tenait à côté de sa console d'armes, mais ses 4 mains tremblaient. Sur l'écran principal, l'espace lui-même semblait se plier. 6 formes sombres s'extraient d'ailleurs, laissant des déchirures dans le tissu de tout ce qui est normal. Les démons des ombres n'étaient pas tout à fait solides, et pas tout à fait énergie. Ils se déplaçaient comme des ténèbres liquides, avec trop d'angles. Lisa était à ses instruments, mais les lectures n'avaient aucun sens. « Capitaine, je reçois des données impossibles. Ces choses existent dans plus de dimensions que nos capteurs ne peuvent en mesurer. » Le plus grand démon des ombres s'approcha de leur vaisseau. Alors qu'il approchait, Jake sentit quelque chose de froid toucher son esprit. Des images traversèrent ses pensées qui n'étaient pas les siennes. Des lieux sombres entre les étoiles où la lumière n'avait jamais existé. Une faim ancienne qui avait dévoré des civilisations entières. Une solitude si profonde qu'elle pouvait rendre fou. Autour de lui, les guerriers Kavar tombaient à genoux. C'étaient des soldats qui n'avaient jamais reculé devant aucune bataille, mais maintenant, ils gémissaient comme des enfants. Leurs armes tombaient de doigts sans force. « Battez-vous » hurla Zéhar à ses troupes. « Nous sommes des Kisvar. Nous ne craignons rien. » Mais même la voix du commandant se brisait. Les démons des ombres leur faisaient quelque chose à l'esprit, leur montrant des visions de terreur qui dépassaient la peur physique. C'était quelque chose de plus profond. La peur d'être complètement seul dans un univers indifférent. L'un des démons tendit ce qui pourrait être un tentacule ou une griffe vers leur vaisseau. Là où il toucha la poque, le métal commença à se transformer, devenant quelque chose qui semblait organique et étrange. « Pete, où en est ce moteur ?» cria Jake dans son communicateur. « Encore 3 heures. » Vint la réponse. L'ingénieur en chef semblait stressé. « Quoi que soient ces choses, elles font que mes outils se comportent étrangement. Le métal ne garde pas la bonne forme. » Jake regarda l'écran principal. Les démons des ombres encerclaient maintenant les 2 vaisseaux, se déplaçant selon des motifs qui faisaient mal à regarder. Toutes les quelques secondes, ils scintillaient hors de l'espace normal et réapparaissaient ailleurs. « Ils essaient de communiquer », dit Lisa soudainement. Elle était penchée sur ses instruments, luttant contre ce que les démons faisaient à son esprit. « Je crois qu'ils envoient des signaux. » « Quel genre de signaux ? Je ne sais pas. Rien dans notre base de données ne correspond à cela. C'est comme s'ils essayaient de parler directement à nos cerveaux. Gorth était toujours debout, mais à peine. Les démons des ombres parlent en folie. Ils montrent des visions de mort et de faim. C'est leur langage. Jake observa son équipage lutter contre l'agression mentale. Lisa tenait sa tête, essayant de se concentrer sur son travail. À travers les caméras internes du vaisseau, il pouvait voir Pete dans la salle des machines, se déplaçant comme s'il marchait dans une boue invisible.
Les guerriers Gdvar étaient dans un pire état. La plupart étaient au sol maintenant, perdus dans les cauchemars que les démons projetaient. Seuls Zéhar et Gortak étaient encore debout, et ils avaient l'air de mener une bataille perdue d'avance. « Monsieur », lance Lisa d'une voix faible. L'amitié essayait de s'amarrer à nous. Sur l'écran, Jake aperçoit le vaisseau de recherche humain s'approcher à travers l'espace cauchemardesque qui les entoure. Étrangement, il semble insensible aux perturbations de la réalité. Le navire se déplace normalement, comme si les démons des ombres n'étaient pas là du tout. « Comment font-ils ça ?» demande Jake. Avant que quiconque ne puisse répondre, la voix du Dr Fox retentit dans le système de communication. « Capitaine Morrison, veuillez demander à vos gens de rester calmes. Nous allons régler ça tout de suite. »« Docteur, qu'est-ce que sont ces choses ?»« De vieux amis avec de mauvaises compétences en communication, » répond le Dr Fox. Sa voix est enjouée, comme s'il parlait du temps qu'il fait. « Ne vous inquiétez pas des effets mentaux. Ils ne vous veulent aucun mal. » Jake fixe le panneau de communication. Le Dr Fox semble complètement dénué de peur. Plus encore, il parle comme si c'était un jour normal au bureau. Sur l'écran principal, le plus grand démon des ombres s'est approché très près de l'amitié. Au lieu d'attaquer, il semble attendre. Jake aperçoit des silhouettes bouger à l'intérieur de la passerelle d'observation du vaisseau humain. « Lisa, pouvez-vous me donner une image de la passerelle de l'amitié ?» La jeune femme travaille à ses commandes, les mains tremblantes. Après quelques instants, elle parvient à se connecter aux caméras internes de l'autre vaisseau. Ce que Jake voit n'a aucun sens. Le Dr Fox se tient calmement au milieu de sa passerelle, conversant apparemment avec le vide. D'autres membres de son équipage parlent et gesticulent également, mais il n'y a personne avec qui parler. Du moins, personne que Jake puisse voir. Puis, l'un des démons des ombres se matérialise partiellement dans l'espace normal près du Dr Fox. Au lieu de fuir ou de crier, le docteur sourit et hoche la tête, comme s'il saluait un vieil ami. « C'est impossible », murmure Zéphar. « Aucune créature vivante ne peut être près des démons des ombres sans devenir folle. » Mais le docteur Fox ne devient pas fou. Il parle à la créature, faisant des gestes qui ressemblent à du langage des signes. Le démon des ombres répond par des mouvements de sa propre forme sombre. « Ils ont une conversation », dit Lisa, stupéfaite. « Ils parlent réellement à cette chose. » Jake active son communicateur. « Dr Fox, qu'est-ce qui se passe ici ?»« J'explique juste la situation à nos amis, » répond le docteur calmement. Il semble qu'il y ait eu un petit malentendu. Les éthérés essaient de prendre contact avec les Gdvar depuis un certain temps. Éthérés, c'est comme ça que nous les appelons. Bien plus courtois que les démons de l'ombre, ne trouvez-vous pas? Sur l'écran principal, davantage de créatures sombres se rapprochaient, mais au lieu d'attaquer, elles semblaient se rassembler pour une sorte de réunion. Jake a jeté un coup d'œil autour du pont Gvar. Les guerriers extraterrestres luttaient toujours contre les effets mentaux, mais l'intensité semblait diminuer. Quoi que fasse le Dr Fox, cela fonctionnait. Le capitaine Lisa a dit « Je commence à comprendre certains des signaux. Ils n'essayaient pas de nous faire de mal. Ils essayaient de se présenter. » Zéphar s'est redressé, utilisant sa console d'armes comme support. « Impossible. Les démons de l'ombre sont des destructeurs. Ils ont attaqué nos mondes pendant des générations. »« L'ont-ils fait ?» demanda la voix du Dr Fox par l'intermédiaire du communicateur. « Ou ont-ils essayé de visiter vos mondes et vous leur avez tiré dessus ?» Jake sentit une froide compréhension commencer à se former dans son esprit. « Docteur, êtes-vous en train de dire que ces créatures ne sont pas hostiles ?»« Pas du tout, capitaine. Ce sont des explorateurs et des diplomates. Plutôt amicaux, en fait, une fois que vous apprenez à leur parler correctement. » Sur l'écran principal, les démons de l'ombre commençaient à changer. Leur forme devenait moins chaotique, plus définie. Jake pouvait distinguer ce qui aurait pu être des visages dans l'obscurité et quelque chose qui aurait pu ressembler à des tentatives de gestes pacifiques. La pression mentale se levait du pont. Les guerriers Gdvar se remettaient debout, l'air confus et honteux. Ils essayaient de communiquer, dit Lisa avec étonnement. Pendant tout ce temps, ils essayaient juste de dire bonjour. Zah regardait l'écran où les démons de l'ombre se déplaçaient, selon ce que Jake commençait à reconnaître comme des motifs organisés. Non pas des formations d'attaque, mais des motifs de danse, des cérémonies de bienvenue. « Nous les combattons depuis 50 ans, dit calmement le commandant extraterrestre. Nous pensions qu'ils étaient des envahisseurs. Et ils pensaient que vous étiez très impoli de ne pas répondre à leurs appels de salutation, répondit joyeusement le Dr Fox.
Mais ne vous inquiétez pas, c'est pourquoi nous, les humains, sommes là. Nous sommes assez doués pour régler ce genre de malentendu. Jake a regardé autour du pont les guerriers Ktvar, qui avaient passé leur vie à combattre ce qu'ils pensaient être des démons, pour découvrir qu'ils avaient attaqué des diplomates. Sur l'écran, des créatures d'ombre vivantes attendaient patiemment que quelqu'un leur apprenne à se serrer la main correctement. Ce serait le premier contact le plus étrange de l'histoire humaine. Le docteur Fox est monté à bord du vaisseau Ketar, portant ce qui ressemblait à une simple mallette métallique. C'était un homme de petite taille, encore plus petit que Jake, avec des cheveux gris et un sourire calme qui ne semblait jamais quitter son visage. Deux autres humains de son équipage le suivaient, portant tous deux des mallettes similaires. Le commandant Zephyr les a observés s'approcher avec une profonde suspicion. Le guerrier extraterrestre tremblait encore de sa rencontre avec ce qu'il appelait les démons de l'ombre. Ces créatures timides affirmaient parler avec les chasseurs du vide. Comment est-ce possible? Tout est une question de bon équipement et de bonne attitude, répondit le docteur Fox, posant sa mallette sur le sol et l'ouvrant. À l'intérieur se trouvaient des appareils qui ressemblaient à un mélange de radio et de scanner médical. Les éthériens ne communiquent pas comme la plupart des espèces. Ils partagent directement la conscience. Lisa s'est penchée pour regarder les étranges machines. C'est ce qui arrivait à nos esprits. Ils essayaient de nous parler. Exactement. Même si leur méthode d'introduction peut être un peu écrasante pour les esprits non préparés. Le docteur Fox a commencé à connecter des câbles entre ces appareils. Imaginez que quelqu'un essaie de vous serrer la main en vous saisissant tout le corps et en vous soulevant dans les airs. Bonnes intentions, mauvaise exécution. Gortak vérifiait toujours ses armes, même si le danger immédiat semblait être passé. Les démons de l'ombre ont détruit des colonies entières, rendu fous des milliers de nos concitoyens. L'ont-ils vraiment fait? Demanda doucement le docteur Fox. Où vos concitoyens sont-ils devenus fous de peur lorsque les éthéréens ont tenté un contact mental? La folie n'a pas été causée par les éthéréens eux-mêmes, mais par des esprits qui tentaient de rejeter leur méthode de communication. Jake regardait le docteur travailler avec ces étranges machines. Comment les humains ont-ils appris à leur parler? Essais et erreurs principalement. Nous les avons rencontrés il y a environ 30 ans, lors de l'exploration spatiale profonde. Nous avons perdu quelques équipages à cause de la même folie qui affecte les Ktvar. Mais nous avions quelque chose que vos concitoyens n'avaient pas. Quoi? Le docteur Fox a souri. De l'entêtement. Et une xénobiologiste nommée Catherine Webb, qui a refusé de croire que quelque chose qui s'efforçait tant de communiquer pouvait être vraiment hostile. Un des appareils du docteur a commencé à briller d'une douce lumière bleue. Sur son écran, des motifs sont apparus qui ressemblaient presque à des ondes cérébrales. « Voilà », dit le docteur Fox avec satisfaction. « Je suis maintenant connecté au réseau de communication éthéré local. Ils sont très heureux de vous rencontrer tous correctement. » Lisa fixait la machine. « C'est impossible. Comment pouvez-vous simplement vous brancher à leur conscience? De la même manière que vous pourriez utiliser un téléphone pour parler à quelqu'un de loin, le tampon de conscience filtre leur méthode de communication, la rendant sûre pour les esprits qui ne sont pas habitués au contact mental direct. Le docteur Fox a touché une commande sur son appareil. Soudain, l'air dans la pièce a semblé changer. Jake a senti une présence au bord de ses pensées, mais cette fois c'était doux, comme quelqu'un frappant poliment à une porte au lieu de la défoncer. Des mots se sont formés dans l'esprit de Jake, mais ce n'étaient pas ses propres pensées. La voix était ancienne et patiente, comme le son d'étoiles lointaines. « Salutations, petits êtres chaleureux. Nous avons longtemps attendu de pouvoir vous parler correctement. » Zar a trébuché en arrière, ses avant-bras cherchant des armes qui n'étaient pas là. « Il parle. Le démon de l'ombre parle dans mon esprit. Son nom est Murmure des fils lointains, » dit calmement le docteur Fox. « Elle essaie de se présenter à votre peuple depuis plus de 50 ans. Elle est un peu frustrée par le temps que ça a pris. » La voix mentale est revenue, et cette fois Jake a pu y déceler quelque chose comme un rire. Nous n'avions pas compris que le peuple guerrier ne pouvait pas nous entendre correctement. Nous pensions qu'il était délibérément impoli. Lisa regardait dans le vide, les yeux écarquillés d'émerveillement. Je peux sentir ses pensées. Elle est curieuse de tout comme une scientifique. Nous sommes des explorateurs, confirma la voix. Nous voyageons entre les couches de la réalité, étudiant la belle complexité de l'existence physique. Votre peuple nous fascine. Gorak reculait vers la porte. Ce n'est pas naturel. Les esprits ne devraient pas toucher d'autres esprits.
C'est parfaitement naturel pour eux, expliqua le docteur Fox. Les Etherians existent partiellement en dehors de l'espace-temps normal. Le contact direct de la conscience est leur mode de communication habituel. Ils sont en fait très pâles en limitant autant la connexion. Jake pouvait sentir d'autres présences maintenant, attendant aux confins de la perception. Davantage d'éthériens, patients et curieux. Combien y en a-t-il? 6 d'entre nous sont venus saluer le peuple guerrier, répondit murmure des fils lointains. Nous espérons établir une ambassade, comme nous l'avons fait avec votre peuple. Une ambassade? La voix de Zéar était tendue de confusion. Le docteur Fox hocha la tête. Les Éthéréens sont les alliés de l'humanité depuis 20 ans maintenant. Ils nous ont aidés à naviguer dans de dangereuses failles dimensionnelles, ont partagé des connaissances d'anciennes civilisations et nous ont avertis des dangers cosmiques que nous n'aurions jamais détectés nous-mêmes. Jake sentit sa vision du monde changer. Les choses qui ont attaqué les colonies Qatar. Nous avons essayé de faire débarquer de petits groupes pour établir des centres de communication, expliqua l'Éthéréen. Mais le peuple guerrier nous a toujours attaqués. Nous n'avons pas compris pourquoi ils avaient si peur de nous. Parce que vous ressemblez à des cauchemars et que vous envahissez les esprits des gens, dit Gortak sans embâge. Il y eut une pause et Jake put sentir quelque chose comme de l'embarras de la part de la présence extraterrestre. Nous oublions que les êtres physiques nous voient différemment de la façon dont nous nous voyons. Pour nous, le partage de conscience est comme vos gestes de la main ou vos sons vocaux. Nous n'avions pas l'intention d'effrayer. Lisa travaillait avec ses propres instruments, essayant d'enregistrer la conversation. C'est incroyable. Nous parlons à des êtres qui existent simultanément dans plusieurs dimensions. Le docteur Fox commença à ajuster son équipement. Voulez-vous voir comment les Éthéréens se perçoivent réellement? Je peux modifier le tampon de conscience pour partager des impressions visuelles. Avant que quiconque puisse protester, l'air de la pièce a scintillé. Soudain, Jake a pu voir les Éthéréens tels qu'ils se voyaient. Au lieu de formes sombres et chaotiques, il a vu des êtres de lumière vivante qui se mouvaient dans l'espace comme des danseurs. Leurs formes changeaient constamment, mais il y avait une beauté à cela, comme observer des aurores ou de l'eau qui coule. Ils semblaient curieux et doux, pas du tout effrayants. « Magnifique !» murmura Lisa. Zar regardait en état de choc. « Ce ne sont pas des monstres, ils sont élégants. Nous sommes ravis que vous nous trouviez acceptables, » dit murmure du soleil lointain, et Jake put sentir son bonheur à ce compliment. « Nous avons toujours pensé que le peuple guerrier était magnifique. Votre dévouement à protéger les autres, votre courage face au danger. Nous espérons apprendre de vous. » Le commandant extraterrestre est resté silencieux pendant un long moment. Quand il a parlé, sa voix était pleine de douleur. « Nous vous avons combattu, tuant votre peuple. Pendant 50 ans, nous avons pensé que nous nous défendions contre des démons. Certains d'entre nous ont été blessés, oui, mais nous comprenons maintenant que vous avez agi par peur et par incompréhension. Nous ne vous blâmons pas. » Jake a regardé autour de la pièce. Les guerriers cathares acceptaient lentement que leurs plus grands ennemis avaient en fait essayé d'être leurs amis. Les humains facilitaient une conversation entre des espèces qui avaient été en guerre par pure mauvaise communication. « Que se passe-t-il maintenant ?» demanda Jake. Le docteur Fox rangeait déjà son équipement. « Maintenant, nous établissons des protocoles de communication appropriés entre les Éthériens et l'Empire Cathvar. Établissons des ambassades, des échanges culturels, peut-être des accords commerciaux. » Zar regardait toujours l'espace où il pouvait sentir la présence éthérienne. Il voulait être nos alliés pendant tout ce temps. Il voulait notre amitié. « Nous la voulons toujours, » murmura la voix du fils lointain avec douceur. « Si vous le permettez. » Jake sourit en regardant les guerriers les plus redoutés de la galaxie réaliser qu'ils avaient combattu le mauvais ennemi. Parfois, la plus grande victoire n'était pas dans la bataille, mais dans le courage de déposer ses armes et d'essayer de comprendre. La véritable conversation ne faisait que commencer. 6 mois plus tard, Jake Morrison se tenait sur la plateforme d'observation du Titan's Edge et contemplait quelque chose qui aurait dû être impossible. Un vaisseau de transport Qatar s'amarrait à ce qui ressemblait à un espace vide, mais Jake en savait plus maintenant. Les Éthériens avaient construit une ambassade dimensionnelle qui existait en partie dans l'espace normal et en partie dans le vide entre les réalités. Toujours difficile à croire, n'est-ce pas?
dit Lisa Grant en le rejoignant à la fenêtre. Elle portait maintenant de nouvelles insignes, la désignant comme la première agente de liaison culturelle humaine éthérique Ketar. C'était un poste qui n'existait pas auparavant, mais qui était devenu vital alors que trois espèces très différentes apprenaient à travailler ensemble. « Quelle partie ?» demanda Jake. « Le fait que les guerriers les plus effrayants de la galaxie combattaient des diplomates depuis 50 ans, ou que les humains se sont avérés être les artisans de la paix. » Lisa rit. « Les deux, je suppose. Bien que je pense que le commandant Zephyr a encore plus de mal que Lou. » À travers la fenêtre d'observation, il pouvait voir le commandant Ketar superviser le déchargement de ce qui semblait être des cadeaux pour les Athéréens. Le guerrier extraterrestre avait changé au cours des derniers mois. Il était toujours fier et fort, mais la colère constante qui le définissait auparavant avait disparu. Pete Collins les rejoignit, essuyant ses mains sur un chiffon. Il avait travaillé avec des ingénieurs Ketar et Athéréens pour développer de nouvelles technologies combinant le meilleur des trois espèces. Le projet de traduction conjointe fonctionne mieux que nous l'espérions, annonça-t-il. Nous aurons des tampons de conscience en temps réel prêts pour la production de masse d'ici 1 an. Cela changera tout, dit Jake. Les tampons de conscience permettaient à n'importe quelle espèce de communiquer en toute sécurité avec les Athéréens. Une fois largement disponibles, les êtres dimensionnels pourraient établir un contact avec des civilisations à travers la galaxie sans provoquer la peur et la folie qui avaient affligé les premières rencontres. Le Dr Fox apparut sur la plateforme d'observation, portant sa mallette de communication omniprésente. « Capitaine Morrison, je voulais vous remercier encore d'avoir si bien géré ce premier contact. Si vous aviez paniqué ou agi de manière agressive, nous aurions pu perdre complètement l'opportunité de paix. » Jake haussa les épaules. « Nous avons juste fait ce qui nous semblait juste. Aider les gens en difficulté, essayer de comprendre au lieu de tirer d'abord. » Cette attitude est plus rare dans la galaxie que vous le pensez, répondit sérieusement le Dr Fox. Les Athéréens ont tenté de contacter 17 espèces différentes au cours du siècle dernier. Les Khadvar étaient les seuls qui n'ont pas fui immédiatement ou n'ont pas essayé d'adorer les Athéréens comme des dieux. Qu'est-il arrivé aux autres? Certains se cachent toujours d'eux. D'autres ont bâti des religions entières autour d'eux. Quelques-uns se sont détruits plutôt que d'accepter que des êtres comme les Athéréens puissent exister. Le Dr Fox ajusta son équipement tandis qu'ils observaient les travailleurs Khadvar. La peur de l'inconnu est une force puissante. Lisa consultait son appareil de communication. « La voix du fils lointain souhaite vous parler, capitaine. » Jake hocha la tête. Au fil des mois, il s'était habitué au doux contact mental de la communication éthérée. Le tampon de conscience donnait l'impression de parler à un ami dans une autre pièce. « Salutations, Jake, qui construit des ponts », dit la voix familière dans son esprit. Les Athéréens avaient l'habitude de donner aux gens des noms descriptifs basés sur leurs actions. « Nous avons des nouvelles à partager. » « Quel genre de nouvelles? » L'Empire Ktar a accepté de nous aider à établir le contact avec 3 autres espèces. Ils serviront nos guerriers, protégeant les missions diplomatiques qui pourraient être dangereuses. Jake sourit. Cela ressemble à quelque chose que Zir apprécierait. Il cherchait un moyen d'utiliser ses compétences de combat pour quelque chose de constructif. En effet, le commandant guerrier est enthousiasmé par la possibilité de protéger des explorateurs et des diplomates au lieu de les combattre. Il dit que cela est plus honorable que la conquête. À travers la fenêtre, Jake pouvait voir Zehar diriger ses soldats avec la même précision qu'il avait autrefois utilisée pour se préparer à la bataille. Mais maintenant, il se préparait à la paix. Lisa lisait quelque chose sur sa tablette. « Je reçois des rapports des colonies extérieures. Les premiers programmes d'échange culturel éthérés commencent. Des universitaires Khadvar travaillent avec des chercheurs éthérés pour étudier la physique dimensionnelle. » « Des problèmes ?» demanda Jake. « Quelques-uns. Certains Cathares ont encore peur, et certains humains pensent que nous allons trop vite, mais la plupart des gens semblent enthousiasmés par les possibilités. » Le Dr Fox acquiesçait. Le changement est toujours difficile, mais les avantages potentiels sont énormes. Les Athéréens possèdent des connaissances qui pourraient faire progresser notre compréhension de l'univers de milliers d'années. Pete leva les yeux d'un manuel technique qu'il lisait. Et l'ingénierie militaire Ketar combinée à la science dimensionnelle éthérée pourrait résoudre des problèmes dont nous ignorions même l'existence. « Il y a autre chose », dit la voix du fils lointain à Jake en privé.
Nous voulions que vous sachiez que votre espèce nous impressionne beaucoup. Comment cela? La plupart des êtres physiques que nous rencontrons sont régis par la peur. Ils voient quelque chose qu'ils ne comprennent pas, et soit ils le fuient, soit ils essaient de le détruire. Votre peuple fait quelque chose de différent. Jake attendit que l'éthéré continue. Vous voyez quelque chose d'inconnu, et votre premier instinct est d'essayer de le comprendre, de l'aider s'il a besoin d'aide, de vous lier d'amitié avec lui si possible. C'est très rare dans la galaxie. Peut-être que c'est juste la façon dont les humains sont faits, dit Jake. Peut-être, mais nous pensons que c'est plus que cela. Votre espèce choisit d'être courageuse d'une manière qui compte. Pas le courage des guerriers chargeant au combat, mais le courage de tendre la main à l'inconnu avec des mains ouvertes au lieu de poings serrés. Jake y songea en observant la coopération continue entre trois espèces qui avaient autrefois été étrangères ou ennemies. Que se passe-t-il ensuite? Nous explorons ensemble, nous apprenons ensemble, nous affrontons l'inconnu ensemble. Il y avait quelque chose comme de la joie dans la voix mentale de l'Athéréen. Et peut-être trouvons-nous d'autres espèces prêtes à construire des ponts au lieu de murs. La voix du commandant Zephyr retentit sur le système de communication de la station. Capitaine Morrison humain, veuillez nous rejoindre à l'ambassade. Nous planifions notre prochaine mission diplomatique et nous avons besoin de votre sagesse. Jake sourit. Il y a 6 mois, le fier guerrier extraterrestre aurait préféré mourir plutôt que de demander conseil à un humain. Maintenant, il sollicitait régulièrement l'avis de personnes qu'il avait autrefois considérées comme faibles. « Je devrais y aller », dit Jake à son équipage. « Le devoir m'appelle. » Alors qu'il marchait vers l'ambassade dimensionnelle, Jake réalisa à quel point les choses avaient changé. La galaxie semblait plus petite maintenant, mais aussi beaucoup plus intéressante. Au lieu d'un espace vide rempli d'étrangers lointains, elle devenait une communauté d'espèces différentes apprenant à travailler ensemble. Ils avaient découvert que l'univers n'était pas aussi hostile qu'ils l'avaient cru. Il était simplement rempli de personnes qui n'avaient jamais appris à se présenter correctement. Derrière lui, à travers les fenêtres d'observation, les étoiles semblaient les mêmes qu'avant. Mais Jake savait mieux maintenant. Là-bas, dans l'obscurité entre les mondes, des êtres anciens se déplaçaient avec intention et curiosité au lieu de malveillance. Quelque part, des diplomats guerriers et des érudits dimensionnels faisaient des plans pour un avenir qu'aucun d'entre eux n'aurait pu imaginer seul. La galaxie grandissait, et l'humanité s'était d'une manière ou d'une autre retrouvée dans le rôle d'enseignant, montrant à tous les autres que parfois, la plus grande force était de savoir quand ne pas se battre. C'était une bonne leçon, pensa Jake, et ce n'était que le début. Les étoiles chuchotaient un appel, et pour la première fois dans l'histoire galactique, 3 espèces distinctes s'apprêtaient à y répondre.